Notre histoire prend place à Alba, aux États-Unis, un village avec une population d'environ 500 habitants. Dans les premières heures du matin, du 1er mars 2008, un homme passe un appel auprès du 911. L'homme se présente sous le nom de Tommy Gaston. Il appelle les secours au sujet de son voisin Terry Caffey. L'homme est blessé et il a besoin de soins médicaux de toute urgence. L'opérateur pose plusieurs questions afin de comprendre la situation. Parmi ces interrogations, il souhaite savoir précisément où saigne le blessé. La réponse de son interlocuteur est glaçante. « Il saigne de partout et c'est un miracle qu'il soit encore en vie !» Quand l'opérateur du 911 renvoie l'appel de Tommy Gaston à la police, il y a seulement l'adjoint du shérif. Il est 5 heures du matin et seul l'officier Charles Dickerson est en service. L'homme se rend directement à l'adresse renseignée. La maison concernée est en flammes. L'agent contacte directement les pompiers afin que le feu soit maîtrisé. En attendant l'arrivée d'effectifs supplémentaires, l'officier se dirige vers la maison de Tommy. L'homme a porté secours tant bien que mal à son voisin Terry Caffey. Ce dernier est étendu sur le sol du salon de son voisin, grièvement blessé. Il parvient dans son état à parler à l'officier qui est venu à son secours. Terry déclare la chose suivante. « Ils sont tous morts. Charlie Wilkinson a tiré sur ma famille. » Les secours ne perdent pas plus d'une seconde. Ils se déplacent rapidement. Terry, quant à lui, est transporté au centre médical d'East Texas à Taylor. On lui a tiré dessus et il souffre de multiples hémorragies. Compte tenu de son état, il est admis en soins intensifs. Au total, Terry a été touché par 5 balles. Les propos de Terry sont pris très au sérieux. Tandis que la maison des cafés est sécurisée, les recherches se mettent en place. Il faut absolument mettre la main sur Charlie Wilkinson. C'est le véhicule du jeune homme qui est repéré en premier. Il est garé devant la maison des Wade. Une patrouille est envoyée sur place afin d'intercepter Charlie. Celui-ci se trouve bien dans la maison. Il est interpellé et on lui lie ses droits. La question lui est rapidement posée, à savoir quelle est son implication dans la tuerie. Charlie va nier avoir commis quoi que ce soit. Il a passé toute la soirée chez son ami Charles Wade à boire. Quand on lui parle, il n'est pas très clair. Il assure avoir perdu conscience au cours de la soirée. Un agent récupère une chemise appartenant à Charlie ainsi que des bottes de cow-boy. Des éclaboussures de sang se trouvent sur les affaires. Charlie Wilkinson est conduit dans la prison du comté. Wade est également placé en détention. Ici, nous allons revenir sur les victimes. Les corps de la famille sont extraits de la maison. 2 petits garçons ainsi que la mère de famille. Plusieurs armes ont été utilisées pour causer le massacre. Une autopsie est réalisée et permet de déterminer les causes de leur mort. Tyler a été poignardé à l'arme blanche, mais pas à l'aide d'un simple couteau. L'arme utilisée reste à déterminer. Matthew, son frère aîné, a été abattu d'une balle dans la tête. La mère de famille, Penny, a reçu des projectiles d'armes à feu avant d'être poignardée. Sa tête est presque détachée de son corps. La personne qui s'en est prise à elle a fait preuve d'une certaine brutalité à son égard. Ici, comme vous l'avez compris, on fait face à une putain de scène d'horreur. La question qu'on peut se poser, Msaken, c'est qui a pu faire ça à une pauvre famille? Comment tu peux avoir autant de haine pour en arriver là? Et justement, une question demeure dans l'esprit des enquêteurs. La fille aînée de la famille est introuvable. La piste du massacre de la famille, suivie de l'enlèvement d'Erin, semble être la seule explication. Le père de famille survit à ses blessures. Il est l'unique survivant de la tuerie. Terry fait le triste récit des événements survenus au cours de la nuit. Le père de famille raconte que les individus ont fait irruption dans la chambre parentale. D'après lui, il était environ 2 heures du matin. Là, ils ont tout de suite commencé à tirer avec des armes à feu. Penny et Terry ont tous les deux été atteints par les projectiles. L'homme se souvient que les assaillants n'avaient pas que des pistolets. L'un d'eux avait en sa possession une épée de samouraï. Les intrus se sont dans un premier temps concentrés sur la mère de famille. Ensuite, c'était le tour de Terry de subir de nouveaux tirs. L'homme a été touché à divers endroits de son corps, dont le dos et la jambe. Le père de famille pense avoir reçu 11 projectiles. Terry s'est senti comme paralysé du côté droit de son corps. Il n'arrivait pas non plus à crier ou à émettre un son. Le père de famille est en très mauvais état. Il est à moitié conscient. Il luttait et pensait à ses enfants qui se trouvaient juste à l'étage de sa maison. L'homme assiste à une nouvelle attaque sur sa femme. C'est à l'aide de l'épée qu'on s'en prend à elle. Elle est égorgée et presque décapitée. Après le départ des individus de la chambre, Terry tente de se lever. Il est incapable de bouger. L'homme entend les hurlements de ses garçons à l'étage. Il se souvient particulièrement de la voix de Matthew demandant à Charlie pourquoi il faisait ça. C'est là qu'il a compris ce qui était en train de se passer
Et qui venait d'entrer chez les cafés? C'était le petit ami de sa fille. Terry tente une nouvelle fois de se lever, mais sans succès. Après avoir entendu des coups de feu, il s'effondre. Ici, j'imagine même pas la scène, tant ça a dû être horrible à vivre. T'es là, impuissant, et tu ne peux même pas protéger ta famille. Imaginez-vous juste une seconde à sa place. Il a vécu un véritable enfer. Y a rien de pire que de ne pouvoir rien faire, sérieux. Quelques instants plus tard, Terry reprend conscience alors que la maison était en feu. Il rampe sur le lit, se rapprochant tant bien que mal de sa femme. Cette dernière est décédée, comme vous l'avez compris avec les précédents éléments. L'homme ne peut pas rester dans la maison. Ici, ce ne sont pas ses blessures qui pourraient alors causer son décès. C'est l'asphyxie par la fumée qui risque de le faire. Terry puise dans ses dernières forces pour sortir de la maison en flammes. Il passe par la fenêtre de la salle de bain. L'homme blessé se traîne difficilement jusqu'à la maison de son voisin, Tommy Gaston. L'habitation se trouve à une distance de 500 mètres seulement à travers les bois. Mais pour un homme comme lui, à bout de force, c'était le bout du monde. Terry va mettre environ 1 heure pour tirer son corps jusqu'à la maison voisine. Au cours de ce parcours difficile, il tombe même dans un ruisseau. Le voisin a tout de suite reconnu le père de famille. Il a contacté les urgences, sauvant la vie de Terry. Le père de famille blessé assure que c'est la volonté de voir les responsables condamnés qui l'a fait tenir. Dites-vous qu'ici, je raconte les faits par rapport à ce que l'homme a lui-même raconté. Cet homme aux portes de la mort est parvenu à tirer son corps d'une maison en flammes. On lui a tiré dessus. Il a vu le corps de sa femme, entendu un de ses fils se faire tuer. Comme je le disais tout à l'heure, je n'imagine même pas l'état mental dans lequel il se trouvait. Terry était sûrement en état de choc et en mode survie. Il va tout faire pour s'en sortir et trouver de l'aide. Il avait une force mentale incroyable. Quelques jours seulement avant la tuerie, la famille avait déjà été touchée par une tragédie. Le 21 février, Terry veut rendre visite à son père, Clarence. L'homme qui est connu sous le nom de Sonny vit seul. Terry n'est pas accueilli de la manière attendue. Comme son père ne vient pas lui ouvrir, l'homme entre lui-même dans le domicile. Sonny a malheureusement perdu la vie. Il est visiblement mort de manière naturelle. L'enterrement a eu lieu en présence des proches et amis de la famille. Un mandat de perquisition est obtenu afin de fouiller l'habitation de Charles Wade. Il découvre une boîte de munitions de fusil ainsi que des douilles. Mais plus surprenant encore, une jeune fille est réfugiée dans un coin, sous une couverture. Cette jeune fille, c'est Erin Caffey. L'adolescente de 16 ans ne comprend pas ce qui se passe. Ses déclarations laissent entendre qu'elle a été enlevée chez elle suite à une intrusion. Les 2 hommes qui l'ont emmenée lui ont fait boire quelque chose, en attendant que quelqu'un vienne la récupérer. Erin est récupérée par la police et examinée par un médecin. Les quelques blessures sont examinées et on lui fait une prise de sang pour faire un test toxicologique. Les grands-parents de la jeune fille viennent la retrouver au poste de police. Par la suite, ils sont escortés à l'hôpital afin de rendre visite à Terry. La voiture de police est au milieu du trajet quand l'agent reçoit une information troublante. Il doit mettre l'adolescente en état d'arrestation. Les tests toxicologiques ont prouvé qu'Erin n'a pas été droguée. Elle n'a pas non plus inhalé de la fumée, prouvant qu'elle n'était pas dans la maison lors de son incendie. Le véhicule de police s'arrête et le conducteur demande à Erin de sortir afin de discuter. Les grands-parents de la jeune fille comprennent. Erin est questionnée par sa grand-mère. Elle lui demande si elle est impliquée dans le meurtre familial. Dans un premier temps, Erin ne répond pas à la question. Puis ensuite, quand l'agent lui demande, elle va nier. Pour elle, elle n'avait aucun lien. Elle n'avait absolument rien commis. Comme l'adolescente est mineure, Erin est envoyée devant le juge plutôt qu'au poste de police. Face au juge, Erin tient le même discours qu'aux agents de police. Apparemment, elle ne sait pas ce qui s'est passé. Elle ne souhaite plus parler à la police, préférant déposer son témoignage à l'écrit. La jeune fille parle de la fumée dans la maison et des 2 intrus avec des katanas. Elle parle à nouveau de la boisson qu'on lui a fait boire. Elle raconte tout ce dont elle se souvient. Les autorités ne croient en rien à ces déclarations. Erin est accusée de meurtre et elle est placée dans un centre de détention juvénile. Les autres individus arrêtés ont un autre discours. Il est établi depuis qu'Erin et Charlie Wilkinson entretiennent une relation amoureuse. Erin était parfaitement au courant de ce qui allait se passer. Charlie avoue que la veille de l'intrusion et des meurtres, l'adolescente l'a appelé. Elle laisse exploser sa colère lors de la conversation téléphonique. La jeune fille souhaite la mort de ses parents. Ils ont fait en sorte que le couple se sépare. Le jeune homme tente de calmer sa petite amie. Il lui demande s'il n'est pas préférable de partir ensemble. Il avait déjà émis l'idée quelque temps plus tôt. Mais Erin est catégorique. Il n'y a qu'avec la mort de ses parents qu'ils pourront être libres.
Erin est récupérée en voiture par son petit ami. Celui-ci est accompagné de son ami Charles, 20 ans, et de la copine de ce dernier, Bobby Gay Johnson, 18 ans. On est quelques heures avant les faits. Le groupe fait un petit tour en voiture. Charlie profite de cette balade pour faire changer d'avis à Erin, mais c'était en vain. Sur les 4 personnes présentes, 3 d'entre elles comprennent ce qui est en train de se jouer. Bobby Gale ne comprend pas l'objet de cette discussion au départ. Elle a suivi son petit ami sans savoir ce qui allait se passer. C'est au bout de quelques minutes qu'elle a su, mais il était déjà trop tard. Elle est menacée de mort si elle parle. Charlie vient de dénoncer sa petite amie, mais pas seulement. Il vient de la placer comme l'instigatrice de la tuerie. Ici, il est peut-être temps de présenter les protagonistes de notre affaire, en particulier Erin et Charlie. Ça va également donner l'occasion de présenter les Caffey. Erin Michelle Caffey est née le 27 juillet 1991. Elle est la fille de Terry et Penny Caffey. 2 garçons complètent la famille par la suite. Matthew Ryan en 1994, puis Tyler Paul en 1999. Terry travaille dans une entreprise de fourniture médicale. La religion tient une place importante dans le quotidien. La famille est membre de l'église locale, la Miracle Faith Baptist Church. Les Caffey sont toujours présents pour l'office du dimanche, mais pas seulement. Il y a également l'étude de la Bible qui se déroule en milieu de semaine. Terry est prédicateur. Les membres de la famille Caffey partagent également l'amour de la musique. Ces 2 centres d'intérêt se rejoignent souvent. Penny joue du piano parfois pendant la messe. Matthew joue de l'harmonica et Tyler exerce la guitare. Et Erin, quant à elle, elle était plutôt tournée vers le chant. La jeune fille est membre de la chorale, mais il lui arrive de faire également des solos lors du culte. En 2004, les Caffey déménagent à Alba. Elle se trouve à une dizaine de minutes de la ville d'Emory, où se situe leur église. Cela facilitait beaucoup les déplacements hebdomadaires. Erin, Matthew et Tyler sont scolarisés dans l'école publique de leur ville. La fille aînée du couple rencontre quelques difficultés en classe. On lui a diagnostiqué un trouble du déficit de l'attention. La jeune fille n'avance pas au même rythme que les autres et cumule du retard sur le programme. Un incident va survenir quelque temps après. Erin est embrassée par un camarade de classe alors qu'elle se trouve à l'école. Terry et Penny sont choqués par l'événement. Ils décident de retirer Erin de l'école et de faire l'instruction à la maison. Penny, la maman, peut ainsi orienter davantage les cours sur la Bible et la religion. Elle adapte le programme afin que sa fille rattrape son retard. Les années avancent et Erin a maintenant 16 ans. C'est une adolescente comme les autres qui aspire à trouver le bonheur. Elle n'a plus que l'école et l'église qui dirigent son quotidien. Peu de temps après son 16e anniversaire, elle se dégote un petit emploi. L'adolescente est employée au Sonic Drive-In en ville. C'est un petit restaurant typique aux États-Unis, dont l'esthétique tourne entre les années 1950 et 1960. Erin est serveuse et passe son service à apporter des assiettes sur des patins à roulettes. Cela lui donne l'occasion de faire de nombreuses rencontres en dehors de la maison. C'est lors d'un de ses services qu'elle fait la connaissance de Charlie Wilkinson, lors de l'été 2007. Ce dernier est âgé de 18 ans. Il s'apprête à rentrer dans sa dernière année de lycée. Les premiers échanges sont appréciés par les 2 jeunes gens. Charlie n'hésite pas à revenir au Sonic pour revoir Erin. Les rencontres sont l'occasion de discuter et d'apprendre à se connaître davantage. Ce cycle va durer plusieurs mois. Après les fêtes d'Halloween, Charlie prend son courage à 2 mains. Erin lui plaît et il souhaite inviter la jeune fille à sortir. Le lycéen a parlé de l'adolescente autour de lui et il ressent des sentiments sincères à son égard. Erin parle à ses parents de la relation naissante avec Charlie. Terry et Penny ne souhaitent pas que les 2 jeunes gens se voient seuls. Les parents acceptent que les adolescents se voient, mais à plusieurs conditions. Ils ont l'autorisation de se voir pendant les longues pauses de travail d'Erin. Ces rencontres se déroulent uniquement chez les Caffey. Les parents d'Erin peuvent ainsi surveiller ce qui se passe. Ici, j'ai une petite question à vous poser car je suis assez curieux. Je vous pose la question à vous qui m'écoutez. Comment vous êtes avec vos enfants, vous? Est-ce que vous êtes là à fliquer leur relation, oui ou non? Et qu'est-ce que vous en pensez finalement? Vaut mieux trop les surveiller et les surprotéger ou au contraire les laisser vivre leur expérience? J'aimerais avoir vos avis, je trouve ça très intéressant. Le débat est ouvert dans les commentaires, juste en bas. Donc comme je le disais, les parents d'Erin surveillent tout ce qui se passe. Charlie est également convié à des soirées de feu de joie qu'Erin et ses frères organisent. Le lycéen doit seulement quitter la maison après une sorte de couvre-feu fixé à 21h. Quand ils ne sont pas ensemble, même s'ils se sont vus dans la journée, le couple se téléphone. Erin attend généralement de rentrer à la maison après les cours ou le travail.
L'adolescente passe des heures au téléphone avec son petit ami. Même lors des appels, Erin est sous la surveillance de ses parents. Penny et Terry ne sont pas non plus là à écouter. Ils font juste en sorte que leur fille ne passe pas sa soirée au téléphone. Elle a l'autorisation de discuter avec Charlie jusqu'à 22 heures. Afin de se rapprocher encore plus de sa petite amie et de sa famille, Charlie rejoint l'église Miracle Faith. 2 mois après le début de la relation, Erin fait une demande à ses parents. Elle souhaite reprendre le chemin de l'école. L'adolescente voit ses frères quitter la maison chaque matin pour assister aux cours, contrairement à elle. La jeune fille sort assez peu de la maison, en dehors de son travail et de l'église. Ses parents n'ont aucune raison de douter d'elle. Elle a toujours été obéissante et responsable. Ils vont accepter rapidement sa requête. Erin se retrouve inscrite dans le même établissement que Charlie. Ils accordent un privilège à Erin ainsi qu'à son petit ami. Le jeune couple a désormais la permission de sortir en dehors de la maison des cafés. L'adolescente doit juste rentrer avant l'heure de son couvre-feu. La relation entre Erin et Charlie évolue. Ils se sentent de mieux en mieux l'un avec l'autre. Le jeune homme a clairement l'impression qu'Erin est son âme sœur. Il décide de récupérer la bague de fiançailles de sa grand-mère. Charlie n'a pas l'intention de demander Erin en mariage, compte tenu de l'âge de la jeune fille. Il souhaite lui donner comme promesse d'un engagement futur à son intention. Le jeune homme se lance dans les jours suivant Noël. Alors que le couple se promène, Charlie s'agenouille dans un chemin et sort sa bague. L'adolescente est folle de joie. Elle accepte avec plaisir le bijou et la promesse qui l'accompagne. Je trouve ça mignon les promesses comme ça, et ça se perd un peu de nos jours, c'est dommage. C'est beau à voir, et à ce moment-là, jamais tu t'imaginerais que cette histoire va prendre une tournure dramatique. Ils étaient jeunes, pleins de vie, et tout va finir par sombrer, malheureusement. Bref, comme je le disais, elle prend le bijou avec plaisir et la promesse qui l'accompagne. Et si Erin prend ce geste comme une preuve d'amour, ses parents ne le prennent pas de la même manière. Ils sont loin de considérer la situation avec enthousiasme. Ils estiment qu'Erin et Charlie sont trop jeunes pour se marier et même d'envisager de se marier. Penny et Terry demandent à leur fille de rendre la bague à son petit ami. Le père de famille va également à la rencontre de Charlie. Pour lui, Erin est trop jeune pour se marier. On ne parle pas de 2 adultes ici, mais d'une adolescente et d'un jeune adulte. L'adolescente est toujours sous l'autorité de ses parents. Les parents d'Erin ne sont plus vraiment enclins à ce que leur fille fréquente Charlie. Le comportement de l'adolescente a radicalement changé. Elle n'est plus la fille douce et obéissante qu'ils ont connue. Erin passe beaucoup de temps à se disputer avec ses parents, et en particulier sa mère. Elle ne s'intéresse plus vraiment à ses occupations passées. L'adolescente délaisse complètement le chant ainsi que les moments en famille au profit de son petit ami. Et ce n'est pas parce que Penny et Terry toléraient la présence de Charlie chez eux qu'ils l'apprécient. Au contraire, ils désapprouvent son mode de vie. Pour Erin, les autorisations de sortie n'existaient plus. Elle en avait marre de ça. Elle se confie à ses amis et à des membres de la famille à ce sujet. Elle indique à sa tante qu'elle projette de s'enfuir avec Charlie quand elle aura 17 ans. 1 mois passe après la demande en mariage. Un soir, Erin est surprise par sa mère alors qu'elle est au téléphone avec Charlie. Il est 22 heures passées et elle n'a plus l'autorisation de discuter avec son petit ami. La mère de famille est furieuse et la punition tombe rapidement. Charlie n'avait plus la permission de venir à la maison pour rendre visite à Erin. Afin d'éviter toute chance à la jeune fille de désobéir, ses clés de voiture lui sont confisquées. Vers la fin du mois de février, la tante d'Erin se rapproche de sa mère. On ne sait pas s'il s'agit de la sœur de Penny ou de Terry. Partons du principe qu'il s'agit de la sœur de la mère de famille. Cette tante invite Penny à s'intéresser au profil MySpace de Charlie. Il y a visiblement des éléments assez troublants. La mère d'Erin procède de suite. Elle consulte la page du petit ami de sa fille. Elle est choquée de lire des messages du jeune homme faisant référence à l'alcool et aux actes intimes. Terry, le papa, est de suite informé. Erin est encore en cours à ce moment-là. En attendant, le couple café compte bien avoir une discussion avec elle. Dès son arrivée à la maison, Erin est accueillie par ses parents. La discussion débute. Penny et Terry exposent la situation à leur fille. Ils font part de leurs sentiments à l'égard de Charlie. Pour eux, il est nécessaire que la jeune fille mette fin à la relation. Ils s'attendaient à une vive réaction de sa part suite à cette demande. Erin les surprend. Au lieu de se mettre en colère, elle s'effondre. Entre ses sanglots, elle parvient à leur dire qu'elle envisageait elle-même de rompre. Mais Erin a changé. L'adolescente est désormais capable de mentir à ses parents. Elle n'a pas l'intention de mettre un terme à sa relation avec son petit ami. Lors de son retour au lycée, Erin raconte tout à Charlie. Elle est certaine d'une chose maintenant. La seule chance du couple est d'éliminer la menace.
les parents d'Erin. Ou sinon vous aviez juste à fuir dans un autre pays, je sais pas. Enfin je sais pas, le meurtre c'est quand même pas la solution à tout. Cette histoire, quand on l'écoute de A à Z, je vous promets qu'elle est très sombre. Pour en arriver à une telle conclusion, c'est vraiment étrange. C'est à la fois bizarre et tellement flippant. Ici, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Concernant Erin, elle devait être dans un mal-être énorme pour songer à tuer ses parents. Bref, comme je le disais, Erin voulait éliminer la menace, donc supprimer ses parents. Le sujet des meurtres de Penny et Terry gagne en importance lors des conversations du couple. Erin et Charlie en parlent plusieurs fois par jour, même avec la présence de d'autres personnes. Charlie se confie également à des amis au sujet du plan en train de se mettre en place. Le jeune homme n'a pas spécialement envie de suivre l'idée de sa petite amie. Il envisage simplement de s'enfuir avec Erin. Charlie songe même au fait qu'Erin pourrait tomber enceinte, permettant au couple de rester ensemble. Penny et Terry n'auraient d'autre choix que d'accepter leur histoire. Cependant, Erin a refusé cette solution. L'adolescente n'est pas prête à accueillir un enfant. Elle se dit d'ailleurs que cela ne changera rien à la situation du couple. Charlie indique qu'il trouvera une solution. Maintenant, on va rentrer dans la partie où la tuerie va être décrite. Pour les personnes sensibles, faites attention à vous, parce que la suite des événements est atroce et fait froid dans le dos. Ce n'est que 2 jours après la discussion avec ses parents que les choses s'enclenchent. La nuit est tombée depuis plusieurs heures. Une voiture attend devant la maison des cafés. Erin se dirige dans sa direction, vêtue de son pyjama. Elle a fait un rapide tour de la maison afin de savoir si quelqu'un s'est rendu compte de son absence. L'adolescente s'assoit sur la banquette arrière. Elle retrouve Charlie ainsi que les 2 amis de ce dernier, Charles Wade et Bobby Gale Johnson. Si Charles sait pourquoi il est venu, Bobby n'est visiblement au courant de rien. Charlie a promis à son ami de le payer $2000 s'il l'aidait à commettre les meurtres. Les 2 jeunes hommes s'introduisent dans la maison, tandis que les jeunes filles restent dans la voiture. Il est environ 1h30 du matin quand les 2 intrus passent la porte d'entrée. Erin a pris le soin de laisser la voie ouverte pour faciliter le processus. Afin d'éviter toute confusion entre les 2 hommes, je vais appeler l'ami de Charlie par son nom de famille. Les 2 hommes se sont munis de plusieurs armes pour commettre le massacre. Ils ont chacun un katana ainsi qu'un fusil de calibre 22. Le duo se dirige dans un premier temps vers la chambre des parents. Cette pièce se trouve au rez-de-chaussée. Charlie ouvre le feu dès l'ouverture de la porte. L'arme s'enraye au bout d'un moment. Wade se charge de remettre le fusil en fonctionnement avant de tirer à 2 reprises. Maintenant que les parents sont neutralisés, la menace n'existe plus. Mais c'est sans compter les garçons qui se sont réveillés à l'étage. Matthew quitte sa chambre en premier et voit Charlie. Là, il le reconnaît. Le duo d'intrus n'a pas pris la peine de dissimuler son visage. Matthew récupère son petit frère, lui aussi attiré par le bruit. Les garçons se réfugient dans la chambre d'Erin, songeant certainement à être protégés par leur sœur. Mais vous le savez, l'aînée de la famille n'était pas présente dans la maison. Charlie et Wade montent à l'étage. Ils parviennent à convaincre les garçons de se montrer. C'est là que Matthew a demandé pourquoi Charlie faisait ça. Le garçon de 13 ans est exécuté d'une balle dans la tête. Tyler est rejoint par le duo. Le garçon de 8 ans est poignardé par Charlie et Wade à l'aide de leur katana. Maintenant que la famille a été décimée, les intrus sont libres de circuler. Ils récupèrent une valise qu'Erin a pris soin de remplir avec ses affaires. Erin a également mentionné la présence d'un coffre-fort dans la maison. À l'intérieur se trouve une certaine somme d'argent. En forçant cette cachette, le duo se rend compte que la somme attendue n'est pas aussi conséquente qu'annoncée. Il n'y a que $400 en espèces, et ça ne les empêche pas de l'emporter quand même. Charlie et Wade ne s'arrêtent pas en si bon chemin. Ils s'emparent du portefeuille de Terry et du sac à main de Penny. Avant de quitter les lieux, ils prennent de quoi mettre feu à la maison. Ils embrassent des vêtements et des meubles avec des briquets afin que l'incendie se répand. Détail macabre, Erin appelle de nombreuses fois son petit ami pendant les événements. L'adolescente ne comprend pas que cela prenne autant de temps. Maintenant, on reprend le récit après l'arrestation des concernés. Erin se trouve en très mauvaise posture. Maintenant, elle ne prétend ne plus rien savoir, mais elle retourne la situation. Charlie est à l'initiative du massacre de sa famille. Les enquêteurs n'ont plus vraiment confiance en son discours. La jeune fille a menti à plusieurs reprises depuis qu'elle se trouve en leur présence. Les données téléphoniques du portable d'Erin permettent de rétablir la vérité. Elle a appelé 6 fois Charlie entre 23h45 et 1h du matin, depuis la maison des cafés.
Par la suite, ce sont 7 appels qui sont passés entre le couple entre 1h20 et 2h du matin. Terry apprend finalement la vérité. Il sait depuis le début que Charlie a participé à l'attaque, mais pas que sa fille est impliquée. Ici, c'est même plus impliqué, c'est elle qui a tout manigancé. Quand il entend tout ça, il n'y croit pas, même avec des preuves sous les yeux. Par contre, il sait pourquoi le plan a été mis en place. La relation amoureuse entre sa fille et son petit ami. Terry assure qu'au départ, sa femme et lui espéraient que la relation entre sa fille et Charlie se terminerait d'elle-même. Le couple café n'avait pas l'intention de s'immiscer dans le processus. C'est le profil MySpace de Charlie qui a été visiblement le déclencheur de tout ça. Les parents d'Erin ont jugé que leur fille ne pouvait plus fréquenter son petit ami. L'adolescente est rentrée dans leur jeu en prétendant qu'elle y avait pensé aussi. Voyant que ses parents ne reviendraient pas sur leur décision, Erin a enclenché la tuerie. Les proches de Charlie sont interrogés dans le cadre de l'enquête. L'implication du jeune homme est sans appel. Tout le monde s'accorde à dire qu'il était prêt à tout pour Erin. Charlie était fou amoureux de la jeune fille. C'était même devenu un sujet de plaisanterie de son père. Il disait que son fils était atteint du syndrome du chiot perdu. Charlie avait constamment ce besoin d'aider les personnes en état de détresse. Il estimait qu'Erin faisait partie de cette catégorie. C'est plus d'1 an après les faits que les procès dans le cadre de l'affaire ont lieu. Charlie et Wade risquent gros s'ils sont reconnus coupables. La peine capitale peut être appliquée pour les 2 jeunes hommes. Terry Café décide d'écrire au procureur. Il souhaite que cette peine ne soit pas appliquée pour les 2 jeunes meurtriers. La mort des 2 hommes ne changera rien à ce qu'il a pu vivre. La prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle conviendra amplement. Il dira les choses suivantes. « Mon cœur me dit qu'il y a eu suffisamment de morts. Je veux qu'ils aient dans cette vie une chance d'éprouver des remords et de se repentir de ce qu'ils ont fait. Les tuer ne ramènera pas ma famille. Permettez-moi de dire que cet homme est d'une force incroyable. Quand on sait qu'il aurait pu mourir de la main de ces hommes, franchement, chapeau. Il nous montre ici à quel point la vengeance, ça ne sert à rien. Un jour, ils vont le payer, et il le sait très bien, que ce soit dans cette vie ou dans l'autre. » La demande de Terry est entendue par la justice. Un accord de plaidoyer intervient auprès du duo meurtrier. S'ils plaident coupables de 3 chefs d'accusation pour meurtre, ils écoperont de la peine de prison à perpétuité. Cela leur évitera d'être passibles de la peine capitale. Charlie et Wade acceptent. Bobby Johnson, la copine de Wade, écope d'une peine de prison de 40 ans. Elle n'a pas agi pour contrer l'idée des crimes. Quand elle a compris que le projet de Charlie et Erin était de procéder à une tuerie, elle a tenté de partir. Charlie l'a menacé de la tuer si elle parlait. Bobby est resté et n'a pas dénoncé les crimes à la police. Concernant Erin, les choses sont un peu différentes. Elle est mineure et elle n'a pas directement commis les meurtres de sa mère et ses frères. Cependant, son rôle a joué dans l'exécution du crime. La jeune fille accepte également un plaidoyer de culpabilité. Elle reconnaît sa culpabilité pour 3 chefs d'accusation pour meurtre. Elle a été condamnée à 2 peines de prison à vie le 2 janvier 2009. Ces 2 peines se purgent en même temps. Les funérailles de Penny, Matthew et Tyler se sont déroulées en privé. Mère et fils sont enterrés au White Rose Cemetery à Wills Point. Ils étaient respectivement âgés de 38, 13 et 8 ans lors de leur disparition. Erin est désormais âgée de 33 ans. Elle est détenue au Texas Department of Correction depuis 2008. La criminelle n'a jamais connu d'autre établissement pénitentiaire depuis sa condamnation. Erin a passé la moitié de sa vie en prison, mais il lui reste encore de nombreuses années à sévir derrière les barreaux. Erin aura 59 ans quand elle pourra envisager une libération. Je vous ai pas parlé de Terry depuis longtemps. Il est temps de revenir un peu sur lui afin de compléter notre récit. Suite aux événements, Terry a été hébergé chez sa sœur. Il n'a plus vraiment de possession suite à la destruction de sa maison. Tout ce qui lui reste tient dans une boîte en carton. L'homme passe son temps sur le canapé, repensant à sa vie d'avant le drame. La dépression le gagne et ne le quitte pas durant plusieurs mois. Il songe à mettre fin à ses jours et planifie l'acte. Terry souhaite procéder sur le terrain de sa maison. L'homme raconte que le jour choisi est arrivé. Il se rend sur place et prie. Terry demande à Dieu pourquoi il lui a pris sa famille, qu'il ne comprenait pas. Il semble attendre un signe de sa part. L'homme tombe finalement sur un morceau de papier brûlé, provenant d'un livre. L'extrait est le suivant. « Je ne pouvais pas comprendre pourquoi vous vouliez prendre ma famille et me laisser derrière pour lutter sans eux. Je ne comprendrai peut-être jamais totalement cette partie, mais je sais que vous êtes souverain. Vous êtes au contrôle.
Terry voit en la lecture de cet extrait le signe qu'il semblait attendre. Il ne va pas au bout de son plan, pensant que Dieu ne souhaite pas sa mort. Le livre d'où provient cet extrait vient de Jim Pense, un ami de la famille. L'auteur avait été instructeur de karaté, notamment pour les enfants de café. Le livre se nomme Blind Sight. On peut traduire le titre littéralement en vision aveugle. L'histoire rejoint assez bien la situation de Terry. Elle raconte le récit d'un homme qui doit poursuivre sa vie suite à une tragédie. En effet, le protagoniste a perdu sa femme et ses 2 enfants lors d'un accident de voiture. Et vivre tout ça, ça doit être vraiment troublant. Terry ne pouvait plus vivre sa vie de cette manière. Il avait besoin de cet élément, de ce signe pour que sa vie prenne un autre sens. Puis le livre n'a pas été écrit par un inconnu. C'est d'autant plus fort quand ce sont les mots d'une personne qu'on connaît. Pour Terry, ça a dû être terrible et on comprend la détresse qu'il a dû ressentir. Après une telle tragédie, comment tu peux reprendre ta vie comme si de rien n'était, sérieux? C'est impossible. Terry Café s'est remarié depuis la tragédie qu'il a vécue. Par cette nouvelle union, il est devenu beau-père de 2 enfants. L'homme donne désormais des conférences. Il va à la rencontre de personnes dans des églises et même d'enfants dans des écoles. Ce triste jour du 1er mars 2008 lui a inspiré l'écriture d'un livre. Au travers de Terror by Night, qu'on traduit par Terreur de la nuit, il retranscrit tout en détail. Il parle de la mort de sa femme et de ses fils et de sa vie ensuite. Terry n'a pas écrit ce témoignage seul. Jim Pense est crédité en tant que co-auteur. Et ce que je vous ai pas dit, c'est que Terry est toujours resté en contact avec sa fille. L'homme rendait régulièrement visite à Erin avant son procès. Il n'avait pas le droit de s'entretenir au sujet de l'affaire. En effet, les entrevues étaient filmées et pouvaient jouer contre la jeune fille. Les premières ont été difficiles pour le père de famille, compte tenu des événements. Il n'a jamais cru à la version de Charles Wilkinson. Pour Terry, c'est l'ancien petit ami de sa fille qui a initié les meurtres. Il se tenait aux côtés d'Erin le jour où sa peine a été prononcée. Il a joué son rôle de père en intervenant pour l'accord de plaidoyer d'Erin. Terry espère pouvoir un jour retrouver sa fille en dehors de la prison. Notre histoire nous emmène directement en Thaïlande, sur l'île de Koh Phangan. Nous sommes à 50 km des côtes thaïlandaises. L'endroit est très prisé par les touristes pour ses nombreuses plages. 1 million de touristes a pu s'y rendre chaque année. On peut s'y retrouver notamment pour la Full Moon Party. Cette fête qui existe depuis 1983. Elle se déroule le soir de la pleine lune chaque mois. Les amateurs de musique, que ce soit d'électronique ou de reggae, peuvent ainsi s'y retrouver. On dénombre de 5 000 à 30 000 personnes lors de chaque événement. J'avoue que dit comme ça, la Thaïlande ça fait rêver. Les plages, la fête, ça donne envie. Mais on n'est pas là pour s'amuser aujourd'hui. Et justement ce qui va suivre est très choquant comme je le disais en intro. Donc je tenais à vous informer pour les plus sensibles, on va faire face à des éléments plutôt troublants. Le 3 août 2023, les employés d'une décharge s'activent à leur tâche. Ils font de leur mieux pour faire la séparation des déchets. Ils s'emparent des divers sacs qui ont été jetés précédemment. Cependant, cette journée est loin de ressembler aux autres. Parmi les sacs d'ordures, l'un d'eux se distingue par son poids, mais surtout par son contenu. Des membres humains sont retrouvés. Et pas n'importe lesquels. On parle ici d'un bassin ainsi que d'intestins humains. Nous sommes manifestement sur un cas criminel. Les autorités de l'île sont immédiatement prévenues. Une enquête débute suite à la découverte des membres humains. Des fouilles sont mises en place à la déchetterie dans le but de trouver d'autres indices. Un autre sac poubelle révèle la présence de vêtements qui pourraient appartenir à la victime. En parallèle de cette étrange découverte, un jeune touriste se présente à la police. Il se nomme Daniel Sancho Branchalo. Et il semble très préoccupé. L'homme est arrivé sur l'île il y a quelques jours. Un ami du nom de Edwin Arrieta Artega devait le rejoindre la veille. Cependant, il n'a aucune nouvelle de lui depuis la veille au soir. Les autorités prennent au sérieux la disparition du touriste. Les cas de disparition sont assez peu répandus à Koh Phangan. Une enquête est immédiatement ouverte. Daniel donne des renseignements aux autorités afin de faciliter leur travail. Les enquêteurs se rendent à l'hôtel, accueillant les 2 amis pour les premières recherches. Dans un premier temps, ils apprennent que le logement a été loué par Edwin et non par Daniel. La fouille de l'endroit permet de révéler que les lieux ont fait l'objet d'un nettoyage. Le réfrigérateur, la salle de bain ainsi que l'évier de la cuisine sont impeccables. Les enquêteurs ne s'arrêtent pas à ces détails. La police scientifique a été appelée en renfort. Le siphon de la douche dévoile des secrets. Outre des cheveux, des traces de sang, des tissus ainsi que de la graisse humaine sont décelées. Des preuves sont récoltées pour analyse.
Les enquêteurs mettent également la main sur une somme d'argent importante, 80 000 dollars en espèces. Cet argent n'appartiendrait pas à Daniel, mais à son ami disparu. Le 4 août, c'est une femme qui contacte la police. Elle a également trouvé un sac contenant des membres humains. Il s'agit désormais d'une jambe sans le pied, une cuisse et un mollet. Et ici, nous sommes visiblement sur la même victime. À ce stade, la police trouve cette histoire de disparition de plus en plus intrigante. Les enquêteurs se demandent si Daniel n'en sait pas davantage qu'il le prétend. L'homme est de nouveau approché, cette fois-ci pour une procédure un peu plus poussée. Daniel se retrouve à la disposition de la police. Plusieurs interrogatoires s'enchaînent. À force de lui poser des questions, le jeune homme craque et change de discours. En réalité, Edwin n'a pas disparu. Il est décédé le jour même de son arrivée sur l'île thaïlandaise. Ici, je vais vous présenter plus en détail les protagonistes de notre histoire. Comme ça, on va essayer de comprendre un peu plus de qui il s'agissait. Daniel Sancho Brancalo est né le 11 juin 1994. Il est le fils de Silvia Brancalo et de Rodolfo Sancho Aguirre. Le couple s'est connu assez jeune. Silvia et Rodolfo participaient tous les deux à des cours de théâtre. Lors de la naissance de Daniel, ils sont âgés respectivement de 18 et 19 ans. Daniel est issu d'un milieu privilégié. Sa famille est composée de nombreux comédiens, dont ses propres parents. Il est le petit-fils de l'acteur Sancho Gracia. Ce dernier a exercé la profession pendant 50 ans. Il a été nommé au prix Goya du meilleur acteur en 2002, l'équivalent d'un Oscar ou d'un César. Les parents de Daniel mènent chacun leur carrière. Rodolfo travaille beaucoup afin d'offrir le meilleur pour son fils. Il devient un visage connu du petit écran, participant à de nombreuses séries. Quant à Silvia, elle a une carrière un peu plus brève dans le milieu. Mais la vie de Daniel connaît un bouleversement alors que le garçon est âgé de seulement 10 ans. Ses parents décident de se séparer. Ils restent en assez bons termes d'après ce que j'ai pu lire, de bons amis. Rodolfo se met en couple avec une actrice, Xenia Tostado, l'année suivante. Daniel décide de vivre avec son père et sa belle-mère. Une demi-sœur du nom de Jimena vient au monde en 2015. Daniel est alors âgé de 21 ans. Après la séparation avec Rodolfo, Silvia se montre un peu plus discrète. Elle se détourne du milieu artistique et change complètement de profession. Elle devient gestionnaire en patrimoine et en assurance. Donc rien à voir. Quant à Daniel, il vit assez peu sous les feux des projecteurs, faisant de rares apparitions publiques avec ses parents. Ces derniers le préservent, au point où les médias ne connaissent même pas son prénom. Le jeune homme est scolarisé dans les meilleures écoles privées de Madrid. Le jeune homme a de belles ambitions concernant son parcours professionnel. Il a beau avoir évolué dans un cercle artistique, mais il ne souhaite pas continuer dans cette voie. Il avait d'autres projets en tête, d'autres ambitions. Daniel a de nombreuses passions, que ce soit dans le sport ou même dans la cuisine. Il pratique le tennis et envisage d'en faire une carrière professionnelle. Mais malheureusement pour lui, ça n'aboutira pas. Il continue de jouer au tennis et s'intéresse également au Muay Thai, un art martial thaïlandais. Daniel entreprend alors des études dans le but de devenir chef cuisinier. Il se retrouve recruté dans un restaurant nommé La Bohème, où il fait ses armes. Certains articles renseignent même que l'endroit lui appartient. En parallèle, le jeune chef aurait lui-même décidé d'ouvrir son propre restaurant, nommé Boogie Burger. L'établissement se situe dans le quartier de Malassana de Madrid. La diversité de la carte, ainsi que ses possibilités de livraison, font rapidement la renommée du restaurant. Les projets ne manquent pas concernant le domaine de la cuisine. Comme je le disais, c'était un homme très ambitieux. Et Daniel souhaitait diffuser sa passion au plus grand nombre. Il ouvre sa chaîne YouTube le 20 mai 2022, intitulée Puro Disfrute. Et je vous vois venir, bande de fourbes, ne jugez pas mon accent espagnol, je fais des efforts, bon sang. Puro Disfrute. Je pense que ça se dit comme ça. Ouais. Donc comme je le disais, il partage quelques vidéos entre le 27 mai et le 22 novembre de la même année. Ce sont des recettes durant lesquelles il donne quelques conseils, notamment sur le maniement des couteaux. Le jeune homme est également présent sur Instagram où il montre des morceaux de sa vie. En parallèle de la cuisine, il parle de son quotidien hors du commun. Il apprécie passer du temps avec de bons amis et manger dans des endroits huppés. Et Daniel voyage beaucoup dans divers coins du monde. Le jeune homme a cependant une préférence pour les lieux exotiques. Il se rend à Ibiza pour faire la fête et à la Riviera Maya au Mexique ainsi qu'au Pérou. Il va également une première fois en Thaïlande. Pour ce qui est de sa vie privée, le jeune homme n'est plus un cœur à prendre depuis longtemps. Il est en couple avec une femme qu'on connaît sous le nom de Paula. La jeune femme a 2 ans de moins que lui et elle est designer. Elle apprécie le ski alpin et le sport en général. Le couple s'était formé 5 ans auparavant.
Ici, on va se tourner brièvement sur la victime avant de parler de leur rencontre. Edwin Arteaga est un homme colombien de 44 ans au moment de notre récit. Il est originaire de Santa Cruz de Lorica, dans le nord de la Colombie. Edwin a une sœur aînée qui s'appelle Darlene. Les deux enfants sont élevés dans la foi catholique, une religion qui était très importante dans leur foyer. Edwin a très tôt deux motivations, devenir médecin et voyager à travers le monde. Le jeune homme suit de brillantes études de médecine. Il se dirige en Argentine pour se spécialiser en chirurgie plastique. Officiellement devenu chirurgien, le praticien ne tarde pas à rencontrer le succès. L'homme réalise des opérations importantes, comme des liposculptures et des abdominoplasties. Il fait également de la reconstruction. On parle ici d'opérations qui coûtent plus de 5000 $. Ouais, ça paye chirurgien, je vais peut-être changer de métier moi, dites donc. 5000 $ par opération. Waouh! Non, en vrai, c'est de la folie. C'est un métier qui paye énormément, faut se le dire. Mais bon, je préfère vous raconter des histoires, parce que vu ce qui lui est arrivé, ça fait peur. Ouais, comme on dit, t'as beau avoir tout l'argent du monde, l'argent ne fait pas forcément le bonheur. Ouais. Edwin partage son année d'exercice entre la Colombie et le Chili. Il est membre de la Société colombienne de chirurgie plastique, esthétique et reconstructive. L'organisme est connu sous le sigle SCCP. En dehors de son métier, l'homme est très porté famille. Edwin est décrit comme une personne sociable, amicale et très respectueuse. Il est de ces personnes dont on a du mal à leur donner des défauts. C'était une très belle personne, le cœur sur la main. Comme il est régulièrement en déplacement, il met en place une routine afin de maintenir le lien. Il est en communication constante avec sa famille. Outre ses déplacements professionnels vers le Chili, Edwin aime voyager vers d'autres continents. Edwin se rend en Espagne à 5 reprises en moins d'1 an. Le chirurgien apprécie le pays et il exprime d'ailleurs son souhait de s'y établir. Il se renseigne sur les procédures à suivre pour ouvrir son entreprise à Madrid. Et en parallèle, Edwin a de nombreuses passions. Il joue régulièrement au polo et c'est un homme qui est très attaché à la religion. Il récite chaque jour à 15 h le chapelet de la miséricorde divine. Cet horaire n'est pas choisi au hasard. Il respecte ainsi l'heure à laquelle Jésus est décédé sur la croix. On parle ici d'une pratique que je ne connaissais pas particulièrement. C'est une prière que je qualifierais d'universelle. Le croyant doit réciter plusieurs paragraphes à plusieurs reprises. Et pour les plus curieux, je vous invite à creuser le sujet. Pour ma part, je vous en parle juste en surface. Je trouve que c'est toujours intéressant d'en savoir un peu plus sur les pratiques de nos prochains. Donc pourquoi pas creuser un peu plus le sujet. Enfin bref, Daniel et Edwin se rencontrent par le biais des réseaux sociaux en 2022. Ils commencent à discuter par messagerie sur Instagram. Daniel et Edwin ont une passion commune pour la gastronomie ainsi que les voyages. Les deux hommes échangent longuement sur Internet. Ça fait peur d'être tombé sur une histoire où les gens aiment la bouffe, à ce point-là. Parce que moi, je vous jure, je suis un amoureux de la bouffe. Et vous pouvez le voir sur Instagram, que je vous donne ici, Mogota-sama. D'ailleurs, vous pouvez suivre mes petites bêtises. Ça fait peur de se dire qu'on aurait pu tous tomber sur ce genre de personnes. Et à délirer sur de la bouffe, à aimer les choses en commun, etc. Ça part de ça et ça finit d'une façon tragique. Ça fait peur. Donc comme je le disais en début de vidéo, toujours se méfier des rencontres sur Internet. La première rencontre est organisée à Madrid au mois de janvier 2023. Les deux hommes se retrouvent dans le restaurant aux spécialités japonaises Umiko. L'entente n'est pas seulement virtuelle, mais réelle. Daniel et Edwin promettent de se revoir, et c'est chose faite le mois suivant. Ils se rejoignent dans un centre équestre de la Granja, dans la région espagnole de Ségovie. Ils dorment ensemble la nuit même, dans un hôtel tout proche. À la fin du mois de juillet, Daniel invite Edwin à Ibiza. Il était là-bas en train de faire la fête avec des amis. Le trentenaire n'a rien révélé sur la nature de la relation avec Edwin. Le jeune homme semble alors cacher à sa compagne sa double vie. Daniel et Edwin se rejoignent plusieurs fois lors de voyages. Les investigations dirigent la police vers l'hôtel dans lequel Edwin et Daniel ont séjourné. Les deux hommes ne sont pas arrivés le même jour à Koh Phangan. Daniel a débarqué sur l'île le 31 juillet, tandis que Edwin l'a rejoint le 2 août. Le chef cuisinier est venu récupérer son amant à l'embarcadère à 15 h. Il se trouve alors à moto. Des images des deux hommes ont été capturées sur le reste de la journée. Ils auraient fait ensemble le tour de l'île avant d'aller dîner. Daniel raconte sa version des faits aux enquêteurs. Il n'a jamais voulu la mort d'Edwin. Elle est survenue de manière accidentelle, suite à une bagarre. Edwin aurait tenté d'avoir une relation intime avec lui,
ce que Daniel n'aurait pas voulu. Il se serait défendu, ne le laissant pas faire. Daniel aurait frappé à plusieurs reprises Edwin jusqu'à un coup mortel à la tête. Le chirurgien serait alors tombé en arrière et sa tête aurait cogné la baignoire de la salle de bain. Edwin a immédiatement perdu conscience. L'homme est mort quelques instants après. Daniel s'est retrouvé dans une situation très particulière ensuite. Il devait trouver le moyen de se débarrasser du corps sans se faire repérer. La solution qu'il a trouvée était de démembrer Edwin. Mais quand il avait cette idée en tête, il n'avait pas spécialement le matériel pour agir. Ici, le parcours de Daniel est retracé hors de l'hôtel. Il a été capturé par la vidéosurveillance du supermarché Big C de Fungan. Le jeune homme réalise des achats très particuliers pour un touriste. Il s'est muni d'un couteau, de gants en caoutchouc, de produits de nettoyage ainsi que de sacs poubelles. De retour à l'hôtel, il est temps d'opérer. L'homme use de ses compétences de chef cuisinier afin de découper le corps de sa victime. Il procède dans la salle de bain, là où Edwin s'est effondré. Il répartit l'ensemble des restes humains dans les sacs qu'il vient d'acheter. Après avoir placé les sacs au réfrigérateur, une autre étape l'attend. Daniel s'occupe du nettoyage de sa location, ce qui prend 3 heures au total. Il se rapproche de locaux un peu plus tard dans la journée. Ce dernier possède un kayak et il souhaite l'utiliser. Les propriétaires de l'embarcation refusent de louer leurs biens aux touristes, mais Daniel insiste. Ce n'est pas qu'une simple location qu'il propose, il veut l'acheter. Et il veut acheter le kayak pour une somme de 1000 $, ce que les propriétaires vont accepter. La conduite du jeune homme à l'issue de cette journée trouble davantage. Daniel ne reste pas dans son logement à se morfondre. Il participe à la full moon party avec 2 femmes comme si de rien n'était. Ce n'est que quelques heures plus tard qu'il se rend au poste de police pour signaler la disparition d'Edwin. Cette décision n'a pas été prise de lui-même. Daniel a été contacté à plusieurs reprises par la sœur d'Edwin, ainsi qu'un ami par les réseaux sociaux. Le chirurgien n'avait pas pour habitude de disparaître. Il était constamment en lien avec ses proches. Daniel découpera le corps d'Edwin en 14 morceaux. Il les dispose dans plusieurs sacs en plastique. Ceux-ci sont abandonnés dans au moins 7 sites distincts de Koh Phangan. Daniel ne se contente pas de déposer ses sacs sur terre. Certains d'entre eux sont abandonnés dans la mer. Le jeune homme donne la localisation des derniers remplacements. Le 6 août, le torse et la tête d'Edwin sont retrouvés dans une valise jetée en mer. Les autorités ne sont pas tout à fait convaincues par le récit de l'accusé. Si Daniel prétend que le décès d'Edwin était accidentel, la police penche plutôt sur un assassinat. La relation entre les 2 hommes était bien plus complexe que présentée en premier lieu. Même si Daniel et Edwin ne se voient pas régulièrement, leurs liens sont intenses. Mais tout n'était pas rose. Edwin avait apparemment l'intention de révéler la relation des 2 hommes. L'accusé se serait retrouvé dans une impasse. Il avait peur que cette révélation soit un déshonneur pour ses proches. Il aurait alors songé à tuer son amant pour que personne ne sache. Donc lui, la seule solution qu'il a trouvée pour pas se faire déshonorer entre guillemets, c'est de tuer son amant. Alors je sais pas comment il a réfléchi, quel démon il avait en lui, mais c'était du n'importe quoi. Pourquoi aller dans l'extrême, bon sang? Ça valait mieux que ça se sache et que je sais pas, tu passes à autre chose tout simplement. Dit comme ça, j'avoue c'est facile, mais tu vas pas t'en prendre à quelqu'un pour effacer tout ça. Ça n'a aucun sens. Je vous jure qu'il y a des gens sur cette terre, je ne sais pas comment ils réfléchissent. C'est complètement lunaire d'agir de cette manière. Il a détruit sa vie pour une question d'honneur ou je ne sais quoi. L'attention autour du suspect est décuplée. Daniel est présenté comme étant dans un état de grande nervosité. Il a fait part à ses proches, lors de conversations téléphoniques, de son profond mal-être. Le jeune homme est placé sous étroite surveillance, par crainte qu'il attente à ses jours. Une reconstitution est organisée rapidement suite aux faits. Les policiers sont accompagnés de l'accusé ainsi que d'une traductrice pour faciliter les échanges. Daniel est visiblement accablé de revenir sur les lieux du crime. Il détourne la tête de la caméra. Il dissimule son regard derrière ses lunettes de soleil. L'homme s'installe à la table de la cuisine et se prend la tête dans ses mains. Il n'a pas envie de réexpliquer une énième fois les événements passés. L'accusé reproduit malgré tout chacun des gestes effectués. Malgré toutes les preuves accablantes à son encontre, l'accusé plaide non coupable. Daniel refuse d'admettre avoir entretenu une relation amoureuse avec la victime. De son point de vue, la relation était davantage celle d'un dominant et d'un dominé. Il assure avoir été l'otage du chirurgien, avoir vécu comme un prisonnier dans une cage de verre. La relation qu'il entretenait avec Edwin a d'ailleurs causé la fin de son couple avec sa petite amie. L'affaire fera beaucoup de bruit en Espagne,
pays d'origine de l'accusé. Entre le mystère des faits et la filiation de Daniel, tout est intriguant. Les journalistes n'hésitent pas à se rendre à Koh Phangan pour suivre les investigations. Les paparazzis affluent également, compte tenu des fréquents allers-retours de Rodolfo Sancho pour voir son fils. La presse use de nombreux stratagèmes pour entrer en contact avec le suspect. Tout est bon pour interviewer le détenu, comme pour se faire passer pour un proche ou en tentant de soudoyer la police. Sylvia Brancalo se rend en Thaïlande pour rendre visite à son fils dès le 17 août. Rodolfo Sancho demeure dans les premiers temps en Espagne pour préparer la ligne de défense de son fils. En Espagne, des amis et connaissances de Daniel sont interrogés. Les avis au sujet de l'accusé sont divisés. Certains n'imaginaient pas que Daniel aurait pu commettre un tel acte. Je ne le vois pas faire une chose pareille. Daniel est un homme de bonté. C'est ce que va dire l'un de ses amis. Mais ce n'est pas la pensée de tout le monde. Écoutez, il était narcissique et arrogant, et on pouvait voir qu'il faisait ce qu'il voulait, et que selon lui, il n'aurait aucune conséquence. C'est ce que va dire une ancienne connaissance d'école. Donc les avis sont très mitigés, comme je le disais. Le passeport de la victime n'a pas été retrouvé. On soupçonne Daniel de l'avoir détruit avant que les autorités ne tombent dessus. Malgré le fait qu'il plaide non coupable, Daniel se retrouve condamné à une peine de 2 ans de prison. Le procès s'ouvre en Thaïlande dans le cadre de l'affaire 1 an après les faits. L'accusé est resté incarcéré dans le pays jusqu'à l'ouverture de la procédure. Il est défendu par plusieurs avocats, visiblement choisis par son père. Il s'agit des maîtres Marcos et Carmen. Cette dernière est spécialisée dans les médias. C'est elle qui fait office de porte-parole pour Daniel et sa famille dans les premiers temps de l'affaire. L'accusation traite le meurtre comme étant un assassinat. L'accusé a certes avoué son crime auprès des autorités, mais il a révélé l'avoir planifié. Selon les arguments qu'il avance, Daniel n'était pas prêt à assumer sa relation avec un homme. Edwin était au courant de tout ça, et il aurait menacé le vidéaste de tout révéler au grand jour. Le jeune Daniel n'était pas prêt à assumer une telle situation. Une autre version de l'histoire a pourtant circulé. Edwin aurait eu l'intention de mettre un terme à sa relation avec Daniel. En effet, il était sur le point d'épouser une femme. Le chirurgien ne souhaitait pas s'engager dans le même engrenage que Daniel avec sa petite amie. La défense de l'accusé n'a pas changé depuis les aveux de Daniel. La mort d'Edwin est le résultat d'une dispute suivie d'une chute, donc le résultat d'un accident. Les avocats de l'accusé assurent que l'accusation a déformé les déclarations faites par Daniel auprès de la police. Vers la fin des audiences, Daniel s'exprime face au tribunal. L'homme fait état de ses regrets et s'excuse auprès des proches d'Edwin. « Je suis désolé qu'une vie ait été perdue et que les parents aient perdu un fils. Je suis désolé que sa famille n'ait pas pu l'enterrer correctement. Je suis désolé pour ce que j'ai fait après sa mort. » Le 27 août 2024, Daniel Sancho Brancalo est reconnu coupable pour les multiples motifs à son encontre. On parle de meurtre avec préméditation, dissimulation de cadavres et destruction de biens. L'accusé a dans un premier temps été condamné à mort par la cour de Koh Samui. Cependant, avec sa coopération avec les forces de l'ordre, sa peine a changé. Daniel se retrouve condamné à la prison à vie et il doit verser un dédommagement à la famille de la victime. On parle ici de 4,2 millions de bahts, monnaie thaïlandaise représentant 125 000 $. L'homme condamné a également dû faire un versement de 30 millions de bahts aux avocats de la partie civile. Nous sommes donc sur une valeur de 882 000 $ après conversion. La partie civile est satisfaite. L'avocat Boussacorn fait des déclarations auprès de la presse. La famille de la victime estime avoir obtenu justice. Concernant la défense, les avocats de Daniel projettent de faire appel du verdict. Malgré le verdict accablant de Daniel, il peut compter sur le soutien de ses proches. Ses parents se sont déplacés jusqu'en Thaïlande pour assister au procès. Son père Rodolfo se présente aux journalistes et expose son avis avec des termes forts. Il a assuré qu'il continuerait de se battre auprès de son fils. Ici, j'ai une question à vous poser. Vous pensez quoi du père qui va défendre son fils coûte que coûte, sachant tout ce qu'il a fait? Si vous étiez à la place de ce père, est-ce que vous feriez tout autant? Vous savez que votre fils a potentiellement assassiné une personne, il l'a décapité, est-ce que vous allez le défendre? C'est une question qui m'intrigue parce qu'il a quand même tué quelqu'un, décapité une personne, découpé en morceaux, puis réparti dans tout le pays. Après ça, sérieux, comment tu peux défendre ton propre fils? T'as en face de toi un petit monstre, vous feriez quoi à la place du père, sérieux? J'attends vos réponses. Mais concernant sa mère Sylvia, elle se révèle bien plus discrète. Mais malgré ce combat commun, des tensions sont nées au sein de l'ancien couple. Les deux ne sont apparus qu'une seule fois ensemble en Thaïlande en novembre 2023.
Ils devaient se rencontrer dans le cadre de la procédure judiciaire pour Daniel. Cependant, les choses ne se déroulent pas comme prévu et des mots terribles sont échangés. Il semblerait que les relations entre les ex-conjoints se soient détériorées au fil du temps. Rodolfo aurait accusé son ex-compagne d'être à l'origine des traumatismes de son fils. Sylvia se voit injuriée, décrite comme une personne bipolaire, voire folle. Cette dernière porte plainte en février 2024 pour allégations et injures. Rodolfo nie avoir fait de telles déclarations. La ligne de défense est également un sujet de discorde entre les parents de Daniel. Sylvia s'estimait favorable à l'embauche d'un avocat thaïlandais. La mère du détenu reste en retrait quand Rodolfo se trouve en Thaïlande en même temps qu'elle. Daniel aurait été décrit plus détendu, en présence de son père que de sa mère. Daniel Sancho est aujourd'hui incarcéré en Thaïlande. L'homme pourra faire une demande de rapatriement d'ici les prochaines années, afin de poursuivre sa peine en Espagne. C'est ce que préconise le traité convenu entre les deux pays. Daniel n'est pas le seul citoyen espagnol condamné à la perpétuité en Thaïlande. Arthur Segarra également a été reconnu coupable de meurtre en 2016. L'ex-petite amie de Daniel est restée relativement discrète concernant l'affaire. Elle n'a jamais voulu nuire à Daniel lors de la procédure judiciaire. Cependant, les photos disponibles du couple sur son compte Instagram ont depuis été retirées. Daniel avait lui-même eu des mots pour elle malgré le meurtre commis. Il avait fait une déclaration peu avant que l'affaire ne soit révélée dans la presse. Elle ne m'attendra pas et ne doit pas m'attendre. Qu'elle soit heureuse et qu'elle mène sa vie. L'affaire criminelle a fait l'objet d'une série documentaire sur la plateforme HBO Max. Les épisodes reviennent progressivement sur les événements avant et après le crime. Les proches de Sancho ainsi que les proches d'Edwin y apportent leurs témoignages. Suite au verdict, la chaîne de télévision envisage la diffusion de nouveaux épisodes. La famille de la victime s'est peu exprimée suite au crime, ni suite au procès. Elle était en tout cas contre la peine de mort. Maître Juango Opsina, avocat de la partie civile, assure que la volonté des Arrieta était de faire réfléchir Daniel. La famille de la victime ne croyait pas que la peine de mort était une solution. Dieu seul donne et enlève la vie. C'est ce que dira un proche de la victime. Eh bien, on se retrouve enfin pour la conclusion de notre affaire. Et comme vous venez de le voir, cette histoire est particulièrement choquante. Une rencontre qui va totalement dégénérer. Cette affaire, je la trouve à la fois horrible et très mystérieuse. Ça me paraît fou quand on y réfléchit qu'une personne puisse faire ça, juste pour un soi-disant honneur. Je sais pas ce que vous en pensez, mais cette affaire semble cacher certains mystères. J'ai l'impression qu'il y a des zones d'ombre qui n'ont jamais été découvertes. Enfin bon, dites-moi ce que vous en pensez, ça me rend curieux. Daniel Sancho était un homme que personne ne destinait à causer la mort. Fils d'acteur, il a voulu suivre lui-même sa voie en devenant chef cuisinier. Le projet est une réussite pour l'homme qui prend part à la création de 2 restaurants. Il voyage avec de nombreux amis ainsi qu'une petite amie depuis de nombreuses années. Cependant, l'année 2023 vient chambouler son quotidien. Il rencontre Edwin, l'homme dont il fait la connaissance sur internet quelques mois plus tôt. On ne sait pas si c'est le coup de foudre, mais il se passe effectivement quelque chose. Les 2 hommes se lancent dans une relation discrète. Ils se retrouvent à plusieurs reprises avant qu'un projet de voyage en Thaïlande voie le jour. Daniel s'envole le premier pour l'île de Koh Phangan le 31 juillet. Edwin le rejoint 2 jours plus tard. Les retrouvailles se font à merveille. Ils réalisent un tour de l'île à moto avant de dîner ensemble dans un restaurant le soir. Mais plus tard dans la soirée, le pire arrive. Daniel aurait tué son amant suite à une dispute agressive. Au lieu de prévenir les autorités, l'homme se débarrasse du corps de sa victime après l'avoir mutilé. Edwin était proche de sa famille et ses proches se rendent compte que son silence n'était pas normal. Acculé, Daniel n'a d'autre choix que de se présenter à la police pour signaler sa disparition. Les enquêteurs avaient déjà mis la main sur des sacs qu'il avait auparavant abandonnés. Le chef cuisinier passe de touriste à suspect numéro 1. Il avoue avoir tué Edwin, mais on est loin du meurtre prémédité, selon son récit. Malheureusement pour la famille de la victime, nous ne savons pas quelle est la vérité sur cette histoire. Tous les scénarios semblent plausibles, entre l'accident et l'assassinat. Le motif est également incertain. On parle d'une relation abusive, de jalousie, de possession. Ici, je tiens à présenter mes condoléances aux proches d'Edwin Arrieta Arteaga. L'homme pensait retrouver son amant pour quelques jours de vacances. C'est finalement le jour de son arrivée qu'il va mourir. Son corps a été démembré et jeté aux 4 coins d'une île paradisiaque avant d'être retrouvé par hasard. Même si la justice a été faite, ça ne ramènera jamais ce chirurgien brillant auprès des siens. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et j'aimerais avoir vos avis concernant cette affaire dans les commentaires.
En plus d'être mystérieuse comme je le disais, elle est particulièrement horrible. J'aimerais avoir vos avis si vous avez des hypothèses concernant cette histoire. Sur ce, c'est la fin de cette histoire. Et en passant, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram Mogotasama pour avoir plus de bêtises de votre Mogo. Là-bas, je pourrais vous partager plein de choses, donc venez nombreux et posez-moi toutes les questions que vous voulez. Sur ce, je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous et vos proches, c'était Mogota.